Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills. J'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, ça va très bien. Aujourd'hui c'est un nouveau découverte de bande dessinée et aujourd'hui c'est un éditeur qui est jamais passé dans la cave. Alors j'ai déjà fait des reviews sur certains tomes de cet éditeur là, mais voilà, Casterman, je te remercie de m'avoir envoyé un petit colis qui va me permettre de faire un découverte de bande dessinée avec mes petites perruches ici dans la cave. Vous êtes les bienvenus. Casterman c'est un éditeur que j'aime beaucoup, voilà. Donc je suis très content qu'ils aient joué le jeu. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont juste posé des questions de savoir qu'est-ce que j'aimais comme style, qu'est-ce que j'avais déjà lu de chez Casterman. Et voilà, ils m'ont fait un petit colis, je sais pas ce qu'il y a dedans, voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un découverte de bande dessinée, c'est simple, installez-vous, welcome les amis. Un éditeur, un pote me prête des bandes dessinées, m'envoie des bandes dessinées que je suis susceptible de ne pas avoir lues. Je les découvre en live avec vous, je vous dis si peut-être que voilà, j'aurais pu flasher en bibliothèque ou dans une librairie. Et puis je vous dis si je connais l'artiste, ce que j'en pense, est-ce que ça me hype ou pas, ellipse temporelle, et puis je vous en fais une critique. On va pas perdre beaucoup plus de temps mon pote, parce que là, autant dire que ma semaine est chargée et que là j'ai trop hâte de lire ce qu'il y a là-dedans. C'est parti mon petit man. Là c'est de la chirurgie mon pote. Ok, il coupe pas du tout, c'est cool. C'est un yes. Il est pas terrible, hein. J'aurais dû l'aiguiser. C'est la pire ouverture du monde mon gars. Ok mec, on va voir ça ensemble. On commence immédiatement avec le gros bébé. Le gros bébé, je crois savoir ce que c'est. J'ai vu la couleur. Bim, Négaliode. Yes, Vincent Perriot. Négaliode, la suite du premier tome, voilà. Parce que j'avais, tome 2. Premier tome, deuxième tome, voilà, impeccable. Alors je sais pas si vous avez vu la critique que j'ai fait dans la cave, mais vraiment j'ai ces grosses claques visuelles, hein. J'ai comparé ce dessinateur à du Geoff Darrow, donc autant te dire que ouais, cool. J'aurais dit que j'avais lu le premier tome, voilà. Donc là je suis trop content, je vais pouvoir me faire le deuxième. Beau travail d'édition, vraiment. Il coûte 25 €. 25 €, c'est pas déconnant, hein. Vous comprenez bien un peu le format que c'est, mais c'est assez énervé. Merci Casterman, merci beaucoup, ça va être trop cool. Je suis persuadé que ça va être cool. Le premier tome m'avait foutu une branlée, surtout visuelle. Et puis j'aimais beaucoup ce personnage là avec son dinosaure. Donc je connais Vincent Perriot, je l'ai suivi sur YouTube pendant un moment. Bref, c'était trop bien, voilà. Donc oui, Négaliode, c'est trop cool. J'ai bien hâte. Négaliode, le dernier mot. J'ai bien hâte de lire ça. Deuxième tome et dernier tome, c'est cool. C'est pas un découvert de bande dessinée trop grand. Donc ça va être plutôt funky. Tac. Comme ça. Ok, Morte Sève, je ne connais pas. Ang et Org. Eh écoute, je connais pas du tout. L'édition est magnifique aussi, hein. Waouh, incroyable. 22 €. Ah, sympa le dessin aussi, j'aime beaucoup. Les proportions sont pas forcément respectées. C'est des couleurs ultra flash de ouf. Ouais, il y a un délire bien cool là, regardez-moi ça. Ça ressemble un petit peu à du Négaliode, hein, Quentin Rigaud. Alors c'est sorti quand ça? Ah, il y a pas marqué. À la fin peut-être? À la fin, bien sûr. 2023, cool. Bon donc c'est assez récent. J'ai bien hâte de lire ça, ça a l'air complètement jeté. En tout cas, l'objet livre est magnifique. Bon super. Deux belles œuvres de chez Casterman. Ça c'est plutôt cool, je vais me lire ça et puis on va voir exactement, immédiatement ce que j'en ai pensé. C'est parti. Et voilà ma petite perruche, nous sommes 5 jours plus tard et j'ai donc lu ces deux œuvres. J'ai envie de me tuer là, clairement. Faut que j'arrête parce qu'un jour je vais vraiment me faire du mal. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va directement parler du travail d'édition. On dirait pas, mais cette œuvre, cette BD est déjà énorme, hein, et celle-ci est giga, quoi. Je n'ai pas d'adjectif autre. Bref, le travail d'édition est fou. Tout simplement parce que, déjà c'est hyper généreux, c'est une pagination assez forte. On est sur 25 €, hein, donc vraiment, écoutez-moi ça. Voilà, on peut le lire à plat, on peut même le lire en négatif, mon pote, ça ne craque pas, c'est bien relié. Un gros paveton, hein. Tu peux clairement faire... Tiens mon pote, prends ça dans ta tronche. Non, c'est balèze. J'avais adoré le premier tome. En plus, voilà, évidemment, hein, c'est le même format, donc dans la bibliothèque, ça déboîte. Le dos est très très beau. Vincent Perriot au scénario et au dessin toujours. Ce deuxième tome qui est sorti en octobre 2021 s'appelle Le Dernier Mot. La couleur est toujours de Florence Breton, il me semble. C'est ça. J'ai pris une seconde claque, voilà. Hein, je saurais pas dire si j'ai préféré le premier et le deuxième tome parce qu'ils sont vraiment ces deux histoires complètes en fait qui se suivent. Ça c'est cool. Mais ça raconte pas la même chose. Déjà sur l'aspect graphique, sachez que si vous avez aimé ce travail de fourmi, ce travail de minutie de Vincent Perriot, vous allez kiffer ce deuxième tome. Parce que regardez-moi ça, ce qu'on nous propose là, c'est tout simplement dantesque. Il n'y a pas d'autre mot sur ce grand format. En plus, regardez-moi ça. Regardez-moi l'architecture de ces vaisseaux. Regardez-moi la beauté de ces couleurs. C'est chatoyant. Ça va du côté un petit peu froid, comme ça, de l'océan. Oui, parce que je vais vous raconter de quoi ça parle après, évidemment. Au côté chaud et aride du désert. Un côté un petit peu dunesque. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose qui est époustouflant. À la fin du premier tome, on avait donc Jarry, ce personnage qui chevauche un dinosaure. Déjà rien que ça, mon pote, putain, ça fait du bien. Regardez-moi, c'est lui là. On suivait ce Jarry qui avait tout simplement mis fin à une espèce de privatisation de l'eau. Voilà, il y avait des cités en l'air qui privatisaient l'eau avec un système qui était en place. Bref, je peux pas trop vous en dire si je n'ai pas envie de vous spoiler parce que c'est vraiment, il faut le découvrir. Un premier tome qui m'avait fait penser un peu du Matrix, un peu à du Blade Runner, un petit peu à du Geoff Darrow dans le dessin, quelque chose de très engagé sur le fait de la
qu'on privatise l'eau et qu'il y a des gens qui crèvent de soif en bas et qu'en haut ils soient dans des piscines de champagne. Enfin, bref, en gros c'est un petit peu ça. Donc on traitait déjà du sujet de l'écologie. Et bien ici c'est la même chose. Il va se passer quelque chose évidemment qui va faire que la montée des eaux va tout à coup exploser. C'est-à-dire qu'ils ne pourront même plus tenir sur le désert parce que tout va être submergé par l'eau. Donc ils vont devoir changer leur mode de vie et compagnie. Alors il installe le décor peut-être un peu rapidement. J'ai trouvé que c'était par moment un petit peu accéléré, mais c'est pas plus mal parce que ça nous permet de rebondir sur la suite de l'histoire qui se passe 16 ans plus tard, et on commence tout de suite avec une espèce de bateau qui nous fait penser un peu à un bateau pirate, une sorte de chasse à la baleine, mais évidemment c'est beaucoup plus puissant que ça. On apprend que Jari avec Corianze, donc Corianze c'est sa copine, ils ont eu 2 filles, voilà, 2 filles, dont une qui est très forte avec des arts martiaux en gros, et la seconde est aveugle et a des dons un petit peu de psychisme, quelque chose de surnaturel, voilà. On se rend très vite compte que cette histoire qui nous happe, vraiment ça se lit d'une traite, tu peux pas faire autrement, tu peux pas t'arrêter, c'est impossible quoi, c'est à dire que si tu vois que ton gamin est sur la route, tu continues à lire, vraiment, tu peux pas le lâcher le truc, non. Quand ton enfant est sur la route, tu vas le chercher, frère. Mais autrement, si tu vois que, je sais pas, les pâtes vont être un peu trop cuites dans 5 minutes, il te reste 3 pages, tu les lis, c'est pas grave, tu manges des pâtes qui ont la texture d'une purée, mais c'est pas grave, mon pote, parce que vraiment, ça te prend et ça te lâche plus. Jari n'est pas le personnage principal, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, je m'attendais à avoir Jari toujours plus combatif que dans le premier tome et tout. Et en fait, tu te rends compte que effectivement, il joue un peu le lâche et il s'éclipse un petit peu pour laisser place aux 2 protagonistes qui, à mon sens, sont les 2 protagonistes principales de l'histoire, c'est-à-dire les 2 filles, voilà. Les 2 filles de Corianze et de Jari. Évidemment, il y a une trame narrative qui est haletante et qui va nous parler d'un espèce de drame que l'une des 2 filles avec son côté psychique, va voir en fait. Et ils vont essayer d'annuler ça, d'arrêter ça, parce que sinon ça pourrait faire vraiment grandement du mal. Alors c'est une histoire sur la famille, clairement, sur l'absence d'une mère, l'absence d'un père, sur la sororité, sur le fait que dans une famille, on a tous une place et en fait, ça nous apprend en fait clairement que si tout le monde tient sa place, ça marche, qu'ensemble on va plus loin et tout seul on va plus vite. Vous connaissez le dicton quoi. J'ai trouvé ça magnifique, c'est empreint de poésie. L'antagoniste, je l'ai trouvé percutant, mais c'est pas ce qui m'a choqué. Voilà, ce qui m'a plu, c'est cette histoire d'aventure. Voilà, c'est vraiment cette histoire d'aventure. Je suis très content d'avoir lu cette 2e œuvre qui est un petit côté onirique, un petit côté pirate. Regardez-moi ces monuments, ces navires, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, on va traverser le pays aride, les mers, on va voir qu'ils vont essayer de revivre différemment en créant une espèce de mini-cité sur l'eau. C'est à couper le souffle. C'est très beau. La fin est vraiment... la fin est elle est ce qu'elle est. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve que Vincent Perriot, c'est encore une fois une personne qui a vraiment du talent pour raconter une histoire, tout simplement. Vincent Perriot, je me rappelle, je le suivais à l'époque sur YouTube, où je le voyais dessiner des pages petit à petit, et il nous expliquait un petit peu comment une case devait se monter, comment lui il voyait ça comme ça, comment il faisait son ancrage et tout. C'était passionnant. Je voudrais vraiment faire un big up à Madame Florence Breton, parce que vraiment, il y a un travail sur la couleur qui me fait un peu penser à du Mobius. Enfin, c'est un peu les mêmes couleurs quoi que j'ai pu croiser dans les humanoïdes associés. On peut tout à fait faire quelque chose avoir des couleurs pastel, et puis d'une page sur une autre, on a vraiment un côté hyper flashy, hyper psychédélique. C'est magnifique, c'est hyper bien amené, donc chapeau pour la couleur. Moi je ne pourrais que vous recommander de lire le premier tome avant de lire ce 2e tome, évidemment. Je sais qu'il est accessible facilement, donc pour moi c'est un grand oui. Foncez mes perruches. Et on enchaîne avec Morte Sève, le premier tome qui s'intitule Ang et Orgue par Quentin Rigaud. Alors je me doute qu'il fait tout, scénario, colo, ancrage, dessin. Bon, j'ai dit à l'envers, bon c'est bon. Et c'est également une œuvre qui se lit en négatif. Voilà, en négatif. Vous pouvez le lire en négatif. Cette souplesse légendaire vous permettra de, je ne sais pas, le lire sur un arbre, posé sur une branche, comme ça, à 16 mètres de haut, je ne sais pas. Ça sert à rien, on est d'accord. Mais tu peux le faire. Et ça, c'est intéressant, mon petit pote. De quoi ça parle, ma petite perruche? Et c'est là que je te demanderais d'être un tout petit peu ouvert, parce que le dessin ou le scénario, c'est un petit peu la drogue. Oui, si, c'est un peu la drogue. Moi, ça me dérange pas. Mais il faut quand même savoir que c'est un tout petit peu spécifique, voilà. On est prêt? On est prêt. Déjà, faut savoir que c'est du fantastique. Il faut se le dire, c'est du fantastique. Dans le fantastique, tout peut arriver. T'es prêt? Ok. Alors, c'est l'histoire d'un couple avec ses 2 enfants qui vont tout simplement se rendre dans un village
pour une sorte de fête de l'artisanat. Alors c'est pas tout à fait ça, hein. Il y en a une qui fait du verre, l'autre qui fait une sorte de terre voilà, cuite. Ils font des ustensiles et puis ils vont se rendre dans un petit village pour tout simplement vendre des ustensiles pour gagner de la thune. Voilà. Et ils promettent en plus au passage à leurs enfants que s'ils vendent suffisamment ou tous leurs objets, écoutez, ils auront un animal de compagnie. Donc les petites, la petite et le petit se disent bon, ils en ont un peu rien à péter, mais en tout cas ils sont là, ils s'amusent bien. Pourquoi ils vont dans ce village qui est bien particulier? Pour la simple et bonne raison que dans ce monde il existe des divinités. Je crois qu'il y en a 9 en tout, dont Ang et Org. Dès le début de l'histoire, on va rencontrer Ang. Ang, l'instrument de musique, qui est une sorte de divinité de la fertilité. Voilà, dès que tu t'approches de lui, t'as des plantes qui poussent, je sais pas, moi t'as envie de faire 6 enfants, je ne sais pas, en tout cas, c'est le dieu de la divinité de la fertilité, ok? C'est clair pour toi ou quoi? D'accord. La divinité ressemble à ça. Elle s'arrête dans le village, bon ça c'est une forêt, hein, voilà, ça c'est un doigt de pied, donc c'est immense, tu vois. Et ça s'arrête dans le village, et puis les gens font la fête, et tous les ans, à la même période, en fait, toutes les divinités sur la planète, sur la Terre sur laquelle on est, toutes les divinités ont un parcours, et font tout le temps le même parcours tous les ans, et puis voilà, tous les 10 ans, tu vois, ils reviennent, quoi, ça fait un cycle. Donc, faut pas le louper, tu vois, 10 ans, si tu le loupes une fois, faut attendre encore 10 ans, et puis 10 ans, et puis 10 ans, et puis 10 ans. Il y a des gens qui décident tout simplement d'aller suivre cette divinité et de l'aider à parcourir voilà, le chemin qu'elle fait, quoi. Donc on va suivre tout simplement cette famille qui vont découvrir ça, la gamine et le gamin ils sont là en mode oh putain, les convences, mon gars, elle est trop belle. Le problème c'est que 10 ans plus tard, la divinité qui s'appelle Ang ne va pas venir, ne sera pas là, elle sera en retard. Elle n'est jamais en retard cette divinité là, elle fait tout le temps le même chemin, elle s'arrête tout le temps au même endroit et tout. Et là il y a un moment où en fait elle va pas venir. Genre dans le village, tout le monde va être là avec les cotillons, en train d'attendre avec les pains remplis de pâté, tu vois. Eh ben non, il viendra pas. Mais qu'est-ce qu'il fout, bordel de merde? Du coup, ils vont enquêter de savoir qu'est-ce qu'ils font et compagnie. Et il va se passer quelque chose de dramatique. Je peux pas vous en dire plus. En tout cas, on va suivre Avin, qui est une souffleuse de verre et qui a tout perdu, tout simplement. C'est dramatique, c'est d'une violence inouïe. Je vais vous montrer les dessins parce que depuis tout à l'heure, je le garde pour moi. C'est très beau. Comment expliquer? Le dessin, je le trouve très bon. La colo, je la trouve très bonne. On est sur quelque chose de très... là, c'est chatoyant, quoi. J'aime beaucoup. C'est très typé, très particulier. Il y a vraiment la patte de Quentin Rigaud. Je trouve vraiment que c'est très intéressant comme dessin, mais je sais pas. C'est peut-être le design des personnages qui ne me plaît que moyennement. Pas le visage, hein. C'est pas vraiment le visage. La façon de s'habiller, ça fait très en marche, ça fait très je sais pas comment expliquer, ça fait très tout est artisanal et même leur gueule est un peu artisanale, tu vois ce que je veux dire? C'est bien fait hein, mais les proportions sont pas forcément respectées, c'est un parti pris. On aime ou on n'aime pas, mais je constate que c'est quand même voilà, assez spécifique. Juste que moi le chara-design des personnages, je l'aurais pas fait comme ça. Mais j'ai pas ce don là, vraiment c'est hyper bien dessiné, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc le dessin, il est ce qu'il est, moi vraiment je trouve très beau, c'était un plaisir de suivre ces personnages-là. J'ai eu beaucoup plus de mal au tout début qu'à la fin, je sais pas si c'est amélioré au fur et à mesure en termes de dessin, de couleurs et tout, mais vraiment à la fin, voilà, les dessins m'accompagnaient parfaitement. La fin, il y a un cliffhanger de malade mental, ça donne juste envie d'aller sur le tome 2, donc ça c'est gagné vraiment, c'est vraiment bien foutu, c'est très efficace, c'est très sombre. C'est-à-dire qu'avec ce dessin qui n'est pas, je vais pas le nommer comme kawaii, un dessin qui est de qualité, hein, mais qui est quand même une petite vibe un petit peu cool, et ben en fait ce qui se passe c'est ultra violent. Évidemment on va parler de cette Avin qui va aller rechercher son frère qui est devenu garde pour la divinité, et ça raconte l'histoire d'une famille un petit peu dysfonctionnelle et d'une relation entre frères et sœurs qui est quand même qui peut être assez compliquée, et qui t'explique que la foi, l'amour que tu peux avoir pour quelque chose, pour quelqu'un, peut être plus fort que la relation fraternelle ou la sororité ou bref la relation de famille. C'est assez bouleversant de tristesse, c'est une histoire quand même douce amère. Ce qui arrive à ces divinités, pourquoi ils ne viennent pas, pourquoi tout est déréglé, pourquoi tout à coup ça a toujours tourné comme une horloge et puis là d'un coup c'est le bordel. L'explication n'est pas manichéenne quoi. C'est-à-dire que c'est pas genre les bons, les mauvais. C'est-à-dire que les mauvais évidemment ils ont aussi leur raison d'être mauvais à nos yeux parce qu'on n'a pas tous les critères, on n'a pas toutes les cartes en main. C'est bluffant. Vraiment c'est bluffant pour un premier tome. Moi je me suis mis à suivre l'artiste sur Instagram parce que vraiment j'ai pris une bonne clacasse comme il faut quoi. Donc
c'est plutôt cool. Ce sont quand même deux œuvres qui se ressemblent pas mal, où le thème c'est la famille, on est quand même dans un monde fantastique, beaucoup plus fantastique là que le premier, hein, qui était plus porté un peu SF. Là on est vraiment sur du fantastique, sur de la fantasy. Alors là on est à 1000% mon pote, hein. Accroche-toi, prends ton buvard et décolle. Mais j'ai passé un super moment. Alors, merci Casterman parce que vraiment la découverte est folle. Merci pour la suite, parce que voilà, je crois pas qu'il y a un troisième tome de prévu, mais en tout cas voilà, Vincent Perriot il fait un travail de fou avec Madame Breton à la couleur, et Quentin Rigaud, belle découverte, super belle découverte. J'ai hâte de lire la suite. Autant là tu peux avoir une fin, autant là tu sais qu'il y a une suite et t'es là genre mais putain mais merde mais qu'est-ce que tu fous putain. Merci. Je vais mourir. Bref, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si les deux œuvres que je vous ai présentées vous ont attiré, si je vous ai donné envie, si vous les avez déjà lues, sans spoil dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé évidemment. Merci Casterman pour la confiance, pour le petit colis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à renouveler l'expérience si vous avez des nouveautés à m'envoyer, je suis 100% ouvert. La carte du Miss est ouverte 7 jours sur 7, 24 sur 24. Pour des œuvres comme ça, c'est quand vous voulez. Suivez-moi sur Insta, TikTok et X. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bis, prenez soin de vous et à très bientôt mes petites perruches dans la cave. Allô? Ouais, Roger, non. Non, je suis aux toilettes, c'est pour ça. Non, tout va bien, merci. Pas de problème, ça marche. Bisous. Il va pas me lâcher, lui, c'est pas possible.